Bonjour à tous et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Le budget 2013 de François Hollande prévoit 40 milliards d'euros d'économies. Eh bien, la France pourrait faire beaucoup plus. C'est en tout cas ce que dit René Dosière. Il est député PS de l'Aisne et il vient de publier au Seuil un livre, L'État au régime, gaspiller moins pour dépenser mieux. Il y dénonce notamment les abus des collectivités locales. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Alors vous êtes connu pour dénoncer l'opacité de la dépense publique, mais alors dans votre dernier livre, vous épinglez en l'occurrence les collectivités locales. Il y aurait un vivier d'économies à faire, vous dites, et on pourrait économiser 15 milliards d'euros. D'après vous, comment l'expliquez-vous, René Dosière ? Alors, il y a un vivier d'économie parce que le budget global des collectivités locales est considérable. Hein. Ça fait 240 milliards au total. Et pour ce qui a retenu mon attention, c'est-à-dire le bloc communal, donc communes, intercommunalités, syndicats intercommunaux, c'est déjà une masse de 140 milliards. Donc, vous voyez, c'est considérable. Et je me suis aperçu que, en fait, à ce niveau communal, on a plusieurs collectivités qui interviennent les unes au-dessus des autres. Donc en fait, elles ont embauché, elles se sont rassemblées, et puis il n'y a jamais eu de rationalisation des dépenses. C'est ça, il y a la commune, il y a le syndicat intercommunal, il y a l'intercommunalité. Bref, chacun agit sur le même territoire, dans son domaine propre, quelquefois, et qui empiète sur le domaine des autres, mais chacune est autonome. Donc chacune crée les dépenses sans pouvoir inciter les autres à faire des économies. Donc c'est un système qui pousse, je dirais, à la dépense, parce que les habitants réclament à l'intercommunalité, réclament à la commune, donc tout ça se développe allègrement. Et ça crée des doublons, vous dites, il faudrait supprimer ces doublons. Des doublons. On crée du personnel d'un côté, on en crée aussi de l'autre, on fait des investissements des deux côtés. Donc ce que je propose, c'est un nouveau mode de fonctionnement de ce bloc communal. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des collectivités qui agissent séparément, on les réunit, on fait en sorte qu'il n'y ait qu'une seule direction et qu'on rende compte devant le citoyen, puisqu'actuellement les intercommunalités ne sont pas élues au suffrage universel. Et donc vous centralisez un peu plus en fait l'intercommunalité, c'est ce que vous voulez dire ? Centraliser, non, je réunifie, si vous voulez, les compétences des communes et de l'intercommunalité avec un pouvoir de direction unique au niveau de l'intercommunalité. Qui serait assuré par qui, ce pouvoir de direction unique ? Ce sont des gens qu'on élirait, que les habitants éliraient pour gérer, je dirais, l'intercommunalité. Puis au niveau communal, il y aurait toujours les communes qui continueraient à fonctionner. Donc ça ne fait pas un échelon de plus finalement ? Non, au contraire, on le supprimerait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez au moins 2 ou 3 échelons, eh bien, il n'y en aurait plus qu'un, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y aurait un pilote unique. Et là, je dis, si on fait ça, eh bien là, on verra que la dépense va augmenter beaucoup moins vite. Et si elle augmente moins vite que le PIB, on peut faire à terme 15 milliards d'économies. Parce qu'en fait, vous rationalisez. Alors selon la Cour des comptes, tout de même, j'ai regardé les chiffres, la contribution des collectivités locales au déficit de l'État, elle n'est que de 4,5% de PIB cette année. Et en 2011, la dette des collectivités locales, finalement, elle est de 9,6% de la dette totale. Donc en fait, ces chiffres, René Dosière, sont-ils trompeurs au regard de ce que vous dites ? Non, pas du tout. Ils se complètent. C'est-à-dire que s'agissant de nos déficits publics... Parce qu'elles n'ont pas l'air d'être les mauvais élèves lorsqu'on regarde ce que dit la Cour des comptes. Globalement, les collectivités locales sont bien gérées pour la bonne raison qu'elles doivent appliquer, elles n'ont pas le choix, elles doivent appliquer une règle d'or. Elles ne peuvent pas emprunter pour rembourser leur dette initiale ou bien pour payer des fonctionnaires. Et ça reste bien contrôlé, a priori, donc, par Cour des comptes, Chambre régionale des comptes. Mais ça n'est pas parce que les collectivités sont bien gérées qu'elles ne dépensent pas trop. On peut dépenser beaucoup tout en étant bien gérées. Là, il s'agit de continuer à être bien géré, mais de dépenser un peu moins. Donc d'éviter de laisser filer les dépenses. Alors, voilà. Le fait que la gauche soit au pouvoir et qu'elle contrôle les régions, est-ce que cela change la donne ? Non, je ne crois pas. Ce qui rend l'exercice que je propose difficile, la réforme que je propose difficile, c'est le fait que tous les responsables de ces collectivités locales sont pour la plupart des législateurs, soit des députés, soit des sénateurs. Et que par conséquent, quand il faut faire une réforme législative, eh bien là, on a des gens qui défendent leur potentat.
Légitimement, oui, mais enfin, ils sont élus pour ça. Et le problème, c'est qu'il faudrait supprimer le cumul des mandats. Donc ça veut dire fin du cumul des mandats, ça vous y est très c'est- favorable? Tout à fait. Si on supprime le cumul des mandats, enfin, on aura des législateurs qui feront passer l'intérêt général avant l'intérêt particulier de leur collectivité. Il y a encore beaucoup de résistance sur ce Oh, sujet. beaucoup, beaucoup, oui, c'est énorme. Oui. Vous suscitez en tout cas les foudres de l'Association des maires de France avec votre livre, dont le président l'UMP Jacques Pélissard a réagi en demandant en fait que cessent les attaques infondées et démagogiques contre les collectivités locales. Donc ça vous est adressé directement. Et Gérard Collomb, qui est donc maire socialiste de Lyon, a dit lui que l'intercommunalité avait permis lui de rationaliser le système. Donc en fait, il dit le contraire. Alors, je réponds à Gérard Collomb que ce qu'il dit est vrai dans un certain nombre d'endroits. Sauf que lorsque l'on prend les budgets totaux de l'intercommunalité avec ceux des communes, on s'aperçoit qu'il y a quand même une augmentation trop forte des dépenses. Donc ce qui est vrai localement peut ne pas être vrai globalement. Quant à Jacques Pélissard, il a apparemment, quand il a eu cette réaction, il n'avait apparemment pas lu encore mon livre. Il avait réagi sur quelques articles de presse qui donnaient le sentiment que je stigmatisais le gaspillage des collectivités, ce qui n'est pas du tout mon cas. Vous ne parlez pas de gaspillage, vous dites simplement on laisse filer la dépense. C'est ça. Elle est peut-être utile, mais il y en a trop. Tout à fait. Le système aujourd'hui n'est pas régulé, donc la dépense augmente trop vite. C'est ça. Je dis, il faut que la dépense soit régulée et soit plus faible. Mais ensuite, chaque collectivité est libre d'utiliser son argent comme elle l'entend. Vous proposez tout de même que les élus locaux soient tenus personnellement responsables d'éventuels débordements financiers. Est-ce que vous n'allez pas un peu loin? Non, c'était une proposition de Philippe Séguin quand il était premier président de la Cour des comptes. Et on n'a pas été suivi par le Parlement. Tout simplement parce que si on rendait les élus locaux responsables financièrement, pénalité financière, on ne les aurait pas ruinés, mais enfin, ils auraient eu une pénalité financière. Ils seraient personnellement responsables. Personnellement responsables financiers s'il y avait eu des erreurs de gestion. Mais si on l'appliquait aux élus locaux, il fallait aussi l'appliquer aux ministres. Hein. Or, le gouvernement ne voulait absolument pas l'appliquer aux ministres. Du fait de ce fait-là, on l'a subi. Je ne sais pas pourquoi il ne voulait pas l'appliquer aux ministres, alors que pourtant l'exemple du politiquement sommet de intenable. Non, pas du tout, parce que l'exemple de l'Union du sommet pour la Méditerranée qui a coûté le 13 juillet 2008, qui a coûté 16 millions pour 2 heures de sommet, où il y a eu des repas offerts à nos invités étrangers à 6 000 € le repas. Vous pensez que les rendre personnellement responsables, ça là, éviterait ce type de débordement? Le ministre n'a pas du tout été jugé responsable, donc c'est quand même anormal. Alors François Hollande veut faire 4% d'économies à l'Élysée, cette fois en 2013. Alors est-ce suffisant pour vous, 4%? C'est un très bon début, c'est même une rupture. Jusqu'à présent, depuis 2008, c'est la première fois que le budget de l'Élysée diminue, et diminue dans des proportions sensibles. Ça reste symbolique, 4%, c'est sensible. Oui, mais vous savez, le budget, j'ai toujours dit que le budget global de l'Élysée était un budget modeste, 112 millions, 110 millions d'euros. Alors vous dites qu'on peut mieux faire 39 millions d'euros d'économies? Oui, sur la durée du quinquennat. Hein. Oui. Là, c'est déjà, on est à 5 ou 7 millions d'économies sur une année. Donc c'est beaucoup plus que vous proposez là, avec réduction des effectifs, 600 personnes. Mais c'est la bonne direction en tout cas, c'est la bonne direction qui est prise. J'ai d'ailleurs noté que lors des Journées du patrimoine, François Hollande avait mis bien en vue sur son bureau mon ouvrage, donc ce qui montre qu'il l'avait lu. D'ailleurs, le budget, les propositions sur le budget montrent que il va dans cette direction. C'est un problème d'effectifs également, parce que c'est ce que vous avez l'air de proposer en ce qui concerne l'Élysée, baisser les effectifs à 600 personnes. Est-ce qu'il y a un problème d'effectifs global, justement, dans l'État français? Parce que pour le moment, on ne touche pas aux effectifs. Non, on les a stabilisés. Hein, c'est-à-dire que les effectifs qui vont être créés dans l'éducation nationale au titre des priorités seront compensés par des diminutions de fonctionnaires ailleurs. Donc, on ne bouge pas le nombre de fonctionnaires. C'est suffisant pour vous ou pas? Écoutez, on a besoin en tout cas de souffler après le choc qu'a été la suppression d'un fonctionnaire sur 2. Enfin, dans la on doit souffler, publique, mais vous dites on peut abaisser les effectifs de 600 personnes à 600 personnes à l'Élysée. Alors à l'Élysée, au lieu de 900 à peu près aujourd'hui. Mais l'Élysée, si vous voulez, il se trouve qu'il y a eu du temps de Valéry Giscard d'Estaing, on était de l'ordre de 600 personnes. Depuis
Valéry Giscard d'Estaing, les effectifs n'ont cessé d'augmenter. Donc il faut revenir à l'époque de... Donc on doit pouvoir revenir à quelque chose de plus modeste. C'est une proposition que vous faites, en tout cas. Oui, tout à fait. Hein. Mais ceci dit, ça implique vraisemblablement des changements dans le fonctionnement de l'Élysée. Donc avec réforme, il faudrait baisser les effectifs. Oui, on peut les diminuer. Mais c'est là que si on veut faire des économies, c'est dans les crédits de personnel qu'il y a la plus grosse dépense de l'Élysée. Alors c'est quand même là qu'il faut faire les économies. On ne va pas aller faire les économies là où il y a très peu de dépenses. Voilà, ce sont les grosses économies. Alors du côté du Parlement, vous dites aussi qu'il y a un effort à faire et vous préconisez de supprimer la réserve parlementaire au Sénat, mais pas à l'Assemblée. Pourquoi ? Alors, tout simplement parce que la réserve parlementaire, qui est un droit de tirage sur le budget de l'État, qui permet aux élus d'accorder des subventions aux communes, eh bien, s'agissant des députés qui sont élus par un corps électoral de 70 à 100 000 électeurs, ça n'a aucune incidence électorale. S'agissant des sénateurs qui sont élus par les maires ou délégués des mairies, là, il y a un lien entre le fait de financer les communes et puis de recueillir le vote des maires. Donc je pense que ça serait plus simple. Certains iront jusqu'à dire que de cette manière-là, on peut acheter le vote des électeurs, enfin sénatoriaux, des grands électeurs. Donc plus simple de commencer par le Sénat, mais peut-être l'Assemblée derrière. Écoutez, moi je pense que je n'étais pas partisan de supprimer la réserve parlementaire à l'Assemblée. Il y a un certain nombre de députés qui le sont, qui s'étonnent d'ailleurs que je n'aille pas plus loin. En tout cas, je ne pleurerais pas si elle était supprimée. On aurait là d'ailleurs tout de suite 150 millions d'économies. Vous savez, on cherche des économies. Pas négligeable. Ça ne serait pas négligeable. Mais naturellement, c'est les communes qui auraient un peu moins de financement. Merci René Dosiat. Je rappelle le titre de votre livre, L'État au régime, c'est aux éditions du Seuil. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.